Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Bavrel. Salut Bertrand. Salut Fabien. Merci de me recevoir, c'est Euh, chouette. Avec grand plaisir. Tu es entrepreneur, tu es sportif et tu es maintenant conférencier. Première question habituelle, comment tu expliquerais ton métier à un enfant de 5 ans de façon ludique? Je lui dirais que je prends la parole sur une scène devant un public d'entrepreneurs ou de dirigeants d'entreprise et j'essaie de leur transmettre mon expérience pour qu'ils aient envie, eux, d'aller un petit peu plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà comment j'expliquerais mon activité aujourd'hui à un enfant de 5 ans. Alors, tu as eu un parcours très riche de par tes activités entrepreneuriales, la reprise d'entreprise, puis la vente, puis reprendre d'autres entreprises. On va dérouler ton parcours. Tu t'es mis beaucoup au sport également. On va en parler. Ça a permis de trouver ton équilibre, qui est un de tes sujets de conférence. Et puis maintenant, tu animes des conférences depuis quelques années, il me semble. Si on revient au début de ta vie et de ton parcours, sur la fiche qui m'a été préparée, j'ai trouvé un truc assez drôle, c'est qu'en gros, t'aimais pas trop l'école. Non, on peut pas dire que j'étais un grand fan de l'école. On va dire que j'étais minimaliste, voire fumiste, si je peux me permettre l'expression. C'est-à-dire que je faisais toujours le minimum pour passer en classe supérieure, mais je me suis jamais vraiment dépassé quand j'étais à l'école. Alors j'avais un gros inconvénient ou désavantage, c'est que j'avais deux frères aînés qui étaient très bons à l'école. Et moi, j'étais un peu même si j'avais des résultats moyens, j'étais un peu le cancre de la famille, quoi. Forcément, quand on te compare avec tes frères et que tu as des résultats très limites, bah, tu as souvent des remarques à la maison. Donc c'est peut-être aussi un des éléments qui a guidé ma vie d'après. Bon, on va probablement en reparler. Ouais, tu faisais le maximum pour avoir la moyenne sans trop d'efforts et pas chercher à aller au-dessus. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que mes parents, à un moment donné, m'ont proposé de m'orienter vers des études courtes, c'est-à-dire, en gros, passer le bac, faire 2 ans après, et puis après, tu vas travailler, quoi. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Dans l'imposture, je me reconnais un peu sur le fait d'avoir la Ouais, bah moyenne. oui. T'as 12-13 et puis tout va bien, quoi. Ouais, 12-13, non, non, j'étais Euh, plutôt à 10, 10 et demi, hein. ah, ah oui, je m'assure un Ah, je matériau de visais le sécurité minimum, quand ouais, même. c'était, mais à chaque fois, je comprenais pas pourquoi ça convenait pas, parce que je disais ça passe, il y a pas de problème, c'est passé, j'ai jamais redoublé d'ailleurs. Et justement, tu parlais d'études courtes, tu t'es orienté vers quel domaine et qu'est-ce qui t'a inspiré à aller sur ce domaine-là à l'époque? Non, après dès la seconde, je me suis orienté vers une filière technique. Et j'ai passé un bac F2 à l'époque, ça n'existe plus, hein, c'était un bac électronique. Bon, je me suis fait fortement influencer par mes parents quand même, parce que je pense que j'aurais pu faire des études enfin, entre guillemets classiques, hein, j'aime pas forcément ce terme-là. Mais après, je suis allé faire un DUT en génie électrique et informatique industrielle. Et puis, je me suis rendu compte pendant ce cursus que j'avais pas forcément envie de poursuivre dans ce domaine, parce que j'ai fait un stage dans un bureau d'études. Et je me suis dit non, passer ma vie derrière un écran, entre guillemets, hein, c'était en bureau d'études, je voyais pas du tout faire ça. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose où je vais être sur le terrain, je vais bouger. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers une école de commerce. Et à l'époque, il y avait à Mulhouse une école qui formait des bac plus 2 techniques au commerce. Donc, et puis ce qui m'avait surtout intéressé dans ce cursus, c'est qu'il y avait 6 mois de stage à l'étranger. Donc je me disais, c'est cool, je vais pouvoir passer 6 mois à l'étranger. Et j'ai à l'époque eu la chance de faire ce stage à Manchester, en Angleterre. Ouais, et il paraît que Alors, ça a été un stage marquant pour toi. Alors, marquant, oui, parce que déjà, quand tu te retrouves baigné dans la culture anglaise, que personne parle français et que tu dois te débrouiller, j'avoue que les premiers jours, j'ai fini mes journées avec un bon mal de crâne. L'entreprise était sympa, j'ai en plus gardé des contacts très longtemps avec certaines personnes de l'entreprise. Et puis, pour l'anecdote, à l'époque, j'aimais bien, enfin, je suis toujours, on va dire, intéressé par le football en général, et c'était l'époque de Eric Cantona à Manchester United. Donc j'ai eu la chance de le voir jouer dans le stade d'Old Trafford. Voilà, ça c'est pour l'anecdote, mais c'était un bon moment. Déjà. Et en quoi ce stage à Manchester t'a aiguillé ou t'a aidé dans ta décision? En fait, ça m'a surtout donné envie Enfin, à l'époque, je me voyais bien travailler à l'étranger, partir aux États-Unis ou ailleurs. Et puis finalement, bah,
on va dire les non-opportunités de la vie ont fait que je l'ai jamais fait, ou alors que j'ai jamais osé le faire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais dans un coin de la tête. Par contre, oui, c'est sûr que ce que ça m'a surtout apporté, c'est d'être capable de maîtriser, on va dire assez bien l'anglais, et c'est encore le cas aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Tu es rentré assez rapidement dans une entreprise en tant que salarié où tu as gravi différents échelons, mais au bout d'un moment, alors si tu nous en parlais de cette boîte, mais au bout d'un moment, tu t'es pas forcément reconnu dans ce qui t'était proposé. Oui, alors en fait, mon premier poste, c'était un poste vraiment de commercial terrain où je me déplaçais dans une région, c'était dans le quart nord-est de la France. Et puis après, on m'avait proposé un poste à Lille où je suis allé. J'ai passé un peu moins de 2 ans à Lille. J'ai adoré ce métier parce que c'est vraiment l'apprentissage de la vente, du commerce. Alors pour des clients professionnels. Et puis après, là, c'était vraiment, je vendais des produits industriels. Et puis, j'avais dans un coin de la tête l'envie aussi de vendre des services. Donc, j'ai intégré, après avoir passé 4 ans dans la première société, j'ai intégré une société d'ingénierie bureau d'études qui s'appelle Assystem, qui s'appelle toujours Assystem, dans laquelle j'ai occupé des fonctions au début commerciales et puis après de responsabilité de centre de profit, donc d'agence régionale. Et c'est vrai que cette société-là, qui était un peu dans le mode start-up, qui s'est fortement développée, qui a fait beaucoup de croissance externe, m'a donné des opportunités vraiment de voir la gestion pratiquement d'une entreprise dans sa globalité. Et puis j'avais aussi signé des contrats assez importants avec des clients comme General Electric. Et c'est vrai que ça a été un gros booster dans ma carrière, cette expérience-là. Mais cette société, lorsqu'elle a été reprise à l'époque, c'est un système qui avait repris. Je me suis assez vite rendu compte que j'étais pas, entre guillemets, dans les petits papiers de la nouvelle direction. Pour l'anecdote, le dirigeant, le directeur des opérations était diplômé des arts et métiers, et en fait, il avait autour de lui que des ingénieurs des arts et métiers. Donc moi, j'étais pas ingénieur des arts et métiers, donc j'ai vite compris que j'avais pas beaucoup d'avenir dans ce système. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben tiens, j'ai une expérience intéressante. Je me suis senti quand même assez autonome sur les postes qu'on m'a confiés. Je me suis dit, pourquoi ne pas être totalement autonome et avoir ma propre société. Et l'occasion de rentrer aussi à Besançon. Exactement. À l'époque, donc j'avais fait Strasbourg, c'était mon premier poste. Après à Lille, retour à Strasbourg. Et puis avec mon épouse, à l'époque, on avait envie de retourner sur nos terres, parce qu'on est les deux bisontins, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Besançon. On a J'aurais choisi appris de quelque revenir. chose. Comment? J'aurais appris ça aussi aujourd'hui. Voilà, les bisontins, les habitants de Besançon. Et alors à l'époque, alors Besançon, c'est une petite ville, il n'y a pas beaucoup de grosses entreprises, c'est essentiellement des PME et des TPE. Donc je savais pertinemment qu'en revenant à Besançon, je ne trouverais pas de poste qui correspondait à ce que je faisais avant. Donc je me suis dit, c'est le moment de me lancer et de devenir mon propre patron. Et Oui, vas-y, vas-y. oui, oui, donc en fait, bon, le problème, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas beaucoup de moyens, voire quasiment pas de moyens, et puis je ne savais pas vraiment vers quoi j'allais m'orienter. Et c'est là que j'ai pris un virage quand même assez important dans ma vie professionnelle, puisque j'ai racheté une entreprise dans le bâtiment. Donc aucun rapport avec ce que j'avais fait avant, puisque mon expérience était essentiellement technique et industrielle. Et là, j'ai repris une société de second œuvre du bâtiment avec une clientèle essentiellement de particuliers. Donc, je vendais à l'époque, l'entreprise, son activité, c'était de la vente de stores et fermetures pour l'habitat. Et puis, voilà. Donc, c'était une TPE, il y avait 7 personnes. Donc, j'aime bien dire que je suis passé d'un groupe de 7000 à une TPE de 7 personnes. Et comment tu as franchi le pas et surtout comment tu t'es préparé à ça? Parce que, comme tu l'as dit, passer du statut salarié entrepreneur, ben, on va en parler, hein, c'est quelque chose de complètement différent. Comment tu t'es préparé et quel a été ton cheminement? Alors, moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct, à l'inspiration. Et à l'époque, je me suis dit, de toute façon, tu n'as pas d'argent, donc il faut que tu commences petit. Et bon, j'ai quand même dû, pour financer le projet de reprise, mettre à peu près la totalité de mes économies sur la table pour que les banques veuillent bien me prêter de l'argent. Et puis, j'ai aussi mis accessoirement en garantie ma maison, le seul bien que j'avais. Euh, et à l'époque, j'avais en tête de reprendre une entreprise et de voir si j'étais capable de diriger cette entreprise et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire déjà la maintenir et puis pourquoi pas la développer. C'était mon seul objectif. C'était
Est-ce que j'ai la capacité de diriger seul une entreprise? Et, et en fait, peu importe le secteur d'activité, je voulais voir ce dont j'étais capable. Ça m'intéresse aussi de voir une clientèle de particuliers, parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Moi, je suis assez curieux, donc j'aime bien, on va en parler après, j'aime bien tester des choses que je ne connais pas. Alors, ça ne m'empêche pas d'avoir peur, hein, mais la peur, comme on dit, n'empêche pas le danger, et moi, ça m'empêche pas d'avancer en tout cas. Le Donc fameux j'y vais mais j'ai peur. comment? Le fameux j'y vais mais j'ai peur. Et c'est exactement ça. J'y vais, ou alors j'ai peur, mais j'y vais. Enfin, comme on veut. Mais c'est vrai et en plus, je connaissais strictement rien au métier, donc il a fallu aussi rassurer le personnel, hein, leur dire voilà, moi je viens de l'industrie, je connais pas le bâtiment et c'est moi votre nouveau patron. Donc il faut quand même qu'ils aient confiance. Alors ce que j'ai fait surtout au début, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est que j'ai pris vraiment les choses avec beaucoup d'humilité. J'ai travaillé avec l'ancien dirigeant pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et et puis je suis allé sur le terrain aussi. Je suis allé poser du matériel avec mes techniciens. Je suis allé travailler avec eux sur chantier. Alors bien sûr, je faisais plutôt office d'apprenti et d'aide sur le chantier plutôt que de vraiment quelqu'un qui faisait les choses. Mais pour moi, c'était formateur et puis pour eux, c'était aussi un moyen de montrer ce qu'ils faisaient, de montrer leurs compétences et puis d'être valorisé. Hein. Donc ça, c'était hyper important. On sait que la transmission d'entreprise, c'est jamais forcément simple, notamment entre le futur et l'ancien dirigeant. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, enfin, c'est vrai que c'est pas simple. Alors, on était avec l'ancien dirigeant, on était très différents. Euh, Lui, il était très cool, 68 arts, mais vraiment 68 arts, hein, donc qui était sur les barricades et tout. Donc, bon, je sais pas s'il m'entendra, mais pas spécialement bien organisé. Et disons qu'il avait tendance à oublier de répondre aux clients. Donc, moi, pendant les semaines où j'ai travaillé avec lui, j'ai vraiment été très surpris et je me suis dit, c'est incroyable que sa société fonctionne parce que je pense qu'il répondait, il allait voir des clients et puis il n'envoyait jamais le devis, quoi. Ça, c'est un exemple. Alors, pour en parler concrètement, la première année, juste en répondant aux demandes des clients, sans forcément prospecter, aller chercher de nouveaux clients, on a fait 30% de chiffre d'affaires en plus. Et je me suis dit, waouh, il y a du potentiel là. Donc, après, la transmission s'est très bien passée parce que lui, il partait en retraite, il était content que ça soit moi qui reprenne. C'est quelqu'un que je connaissais depuis longtemps parce qu'il habitait le même village que mes parents. Et ça s'est super bien passé. Hein. C'est quelqu'un d'adorable. Son épouse travaillait avec lui. Et moi, j'ai travaillé avec mon épouse. C'est-à-dire qu'à l'époque, mon épouse était dans l'éducation nationale et elle a arrêté son poste dans l'éducation nationale pour venir travailler. Quoi. Ça a été aussi un beau challenge, ça. Travailler avec sa Hmm, femme. c'est sûr. C'est sûr que ça a dû paraître particulier. Toi qui viens d'une boîte de 7000 personnes, j'imagine que tout est processé, tout est carré, tout est charté, on va dire, à passer dans une TPE qui n'a pas forcément aussi les mêmes ressources, les mêmes moyens ou la même méthodologie. Oui, et TPE qui fonctionnait à l'ancienne, il y avait tout était fait sur papier, gribouillé sur un coin de table. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai dit là, ah non, ça va pas le faire. Donc, j'ai mis en place beaucoup de choses pour optimiser, pour que ça soit un peu plus efficace, un logiciel de chiffrage parce qu'ils en avaient même pas, ils faisaient tout avec des fichiers Word. Enfin, mais une fois de plus, ça fonctionnait, mais c'était pas optimisé. Quoi. Donc, moi, j'ai optimisé tout ça. Et puis ça s'est vraiment bien passé. L'entreprise s'est développée. Moi, j'ai aimé faire ce métier-là. Par contre, c'est un métier hyper prenant, hyper chronophage. C'est vraiment de l'artisanat. Hein. C'est-à-dire que le matin, à 6 heures, tu vas au travail pour essayer de finaliser quelques devis et puis de mettre en route tes équipes. Après la journée, bah, tu vas en rendez-vous chez les clients. Et puis le soir, quand tu rentres, bah, il faut faire le point avec les équipes, faire les devis. Enfin, j'avais un rythme qui était infernal. Et justement, quels sont les plus gros défis auxquels tu as dû faire face? Ou on va pas dire défis ou désillusions, tu vois ce que je veux dire, quelque chose qui n'est pas forcément attendu et auquel tu as dû te confronter dans dans ce nouveau métier, si je puis dire. Ah ben, les défis, c'était d'être capable
Alors déjà, la gestion du personnel, même si j'avais pas une équipe très large, quand tu as 2 équipes de 2 poseurs et qu'il y en a un qui est pas là le matin, parce qu'il est malade, parce qu'il a pas pu se lever ou qu'il a fait la fiesta la veille ou enfin je ne sais quoi, quand tu as un quart de l'équipe qui est absente, c'est compliqué, quoi. Sachant que quand on pose du matériel où il faut être 2 et puis qu'il y a plus qu'un poseur, là, le planning est un peu chamboulé. Donc on va dire que la gestion du planning et du respect des délais, ça a été quelque chose qui n'a pas été simple à gérer, mais bon, finalement, on s'en est sorti. Donc, c'était quand même une grosse source d'inquiétude et de stress. Et puis, après, moi, le plus difficile, ça a été surtout le démarrage, la transmission, parce que je connaissais vraiment pas le métier. Et puis, c'était quand même assez technique, parce que c'était un métier technique. Mais moi, j'aime ça, parce que de toute façon, j'ai une formation technique à la base, même si c'était en électronique. J'étais très à l'aise avec tout ce qui était automatisme. Mais bon, le reste, j'ai réussi à créer les compétences assez rapidement. Mais il m'a quand même fallu 1 an pour être capable de répondre à peu près à toutes les demandes de mes clients, quoi. Et puis, on a Tu aussi mis as... en place Vas-y, sur vas-y. notre marché de nouveaux produits pour essayer d'innover et puis de sortir. Je me souviens à l'époque, on était les premiers sur la région à proposer ce qu'ils appelait des pergolas bioclimatiques, c'est-à-dire des pergolas avec des lames orientables. Et depuis, c'est un produit qui a explosé, qui s'est énormément développé. Pourtant, à l'époque, c'était novateur. Et justement, tu as eu cette entreprise pendant plusieurs années, jusqu'au point à un moment donné on va dire de te remettre en question et de dire stop. Euh, Quel a été le changement chez toi et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix de remise en question, de rééquilibre, de te poser pour après faire une suite? Alors, pendant depuis le début de ma carrière professionnelle, j'étais toujours à fond. Enfin, vraiment, je me donnais au maximum, même quand j'étais salarié. Je pense que je me suis jamais ménagé. C'est mon tempérament, hein. Je suis quelqu'un de fonceur. Euh, et c'est vrai qu'au bout de 5, 6 ans, enfin, alors déjà quand j'ai repris cette première société, assez rapidement, j'ai adhéré au CJD, Centre de jeunes dirigeants d'entreprise, que tu connais, je crois. Et ça a Un peu. été déterminant, ouais. Ça a été déterminant pour moi dans les orientations que j'ai pu prendre après. Parce qu'au CJD, pour ceux qui connaissent pas, c'est une association dans laquelle les dirigeants d'entreprise se réunissent pour échanger, pour partager leurs expériences, pour se former, en fait, pour se perfectionner dans leur métier de dirigeant. Et j'ai participé à beaucoup de formations au CJD. Alors, comme tu le sais, Fabien, il y a beaucoup de formations en développement personnel au CJD. Et ça m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est qu'à un moment donné, j'étais plus du tout maître de la situation et puis je vivais un petit peu à côté de ma vie. C'est-à-dire que je travaillais 80 heures par semaine. Ça commençait le lundi matin, ça finissait souvent le samedi soir. J'avais à peine le dimanche pour récupérer et puis c'était un rythme infernal. Et je me suis dit, ça peut pas durer parce que finalement, je passais 90% de mon temps au travail, je passais 10% de mon temps avec ma famille et puis finalement, du temps pour moi, j'en avais pas. Donc, c'est là que un jour, je sais pas si c'était un matin embrasant, comme dirait un ancien président de la République, j'ai pris 2 décisions. La première, ça a été de décider de vendre l'entreprise parce que je savais que dans cette entreprise-là, le schéma que j'appelle vraiment TPE artisanal, ça allait pas me permettre de pouvoir libérer du temps et vu la structure avec cette petite équipe, t'es forcément tout le temps absorbé. Donc j'ai décidé de mettre l'entreprise en vente. Et ça faisait des années et des années que je faisais plus de sport, enfin que je m'occupais plus de moi. C'est là que j'ai aussi décidé de me lancer dans le sport. Alors, comme je suis pas un garçon très raisonnable, j'ai décidé de me lancer dans le triathlon. Oui, parce que ne pas faire de sport, autant faire 3 d'affilée d'un coup. Ah oui. Bah oui, non, mais c'est surtout que je me disais, bon, un seul sport, ça va être monotone, donc je vais en faire 3. Euh, alors peut-être, c'est ce que je raconte d'ailleurs dans ma conférence, peut-être que j'avais gardé dans un coin de la tête un reportage que j'avais vu 25 ans plus tôt. C'était probablement sur France 2 à l'époque, ça existait encore, sur l'Ironman d'Hawaï. Et j'étais resté scotché devant ma télé en me disant, mais ces hommes et ces femmes sont des dingues. Comment ils peuvent enchaîner 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon.
pour moi, c'était juste fou. Et quand je me suis lancé dans le triathlon, je n'y allais que pour me dépenser physiquement, pour retrouver un semblant de condition physique, parce que moi, j'ai jamais fait de sport d'endurance en plus. Quand j'étais jeune, je faisais du football et je faisais du judo, donc rien à voir. Et donc, j'ai commencé par aller à la piscine, sauf que je savais pas nager. Enfin, moi, j'ai appris à nager quand j'étais enfant pour pouvoir patauger quand je partais en vacances à la Grande Motte avec mes parents l'été, quoi. Voilà, c'était à peu près ça. Je savais pas nager le crawl, donc un jour, je suis allé à la piscine et je me suis dit tiens, je vais voir si je suis capable de traverser le bassin, de faire 50 mètres en crawl. Ça a été un grand moment. J'ai cru que j'allais déjà pas arriver au bout du bassin. J'ai fait un truc qui a dû ressembler à tout sauf à de la natation. On appelle ça, quand on se chambre entre nageurs, hein, j'ai dû faire à peu près le tractopelle, je pense. Et j'avançais pas, j'ai bu la tasse. Puis bon, je suis quand même finalement arrivé au bout du bassin, mais j'étais au bout de ma vie, quoi. C'était le début de l'aventure en triathlon. Voilà, ça a commencé comme ça. Et c'est souvent comme Est-ce ça que que, ça commence, d'ailleurs. ouais, Je parlais tout souvent. à l'heure de la première entreprise que j'ai rachetée. Pour moi, c'était un essai, voir est-ce que je suis capable de faire ça, et puis si ça fonctionne, et je vais un petit peu plus loin. Je vais voir l'étape d'après si ça fonctionne toujours. Et puis l'apprentissage se fait aussi en chemin. Exactement, exactement. Alors, pour poursuivre sur ce côté sportif, donc j'avais mis l'entreprise en vente et j'étais pas du tout sûr qu'elle allait se vendre rapidement. Et donc j'ai quand même mis en place une discipline. C'est-à-dire, je voulais quand même pouvoir participer à des courses de triathlon sans être totalement, excuse-moi l'expression, sans être totalement ridicule. Parce que pour moi, Sans le faire de but, la c'était pas. figuration, quoi. Ouais, je voulais quand même pas faire. Alors, je sais depuis maintenant, depuis que je fais du triathlon depuis des années, que je n'ai pas des capacités physiques hors du commun. Ça, c'est ce que les gens ont un peu de mal à comprendre quand je leur explique. C'est que j'ai des capacités tout à fait normales, lambda. Si j'arrive à faire des courses et à les terminer, c'est surtout parce que j'ai une certaine rigueur dans ma préparation et aussi un mental qui me permet de vraiment jamais m'arrêter. Donc le cheminement en sport, c'est que la première année, je me suis entraîné je me suis inscrit au club de triathlon de ma ville. Il y avait donc des créneaux d'entraînement toutes les semaines. Donc j'avais bloqué, enfin je le fais toujours comme ça d'ailleurs, je bloque dans mon agenda les créneaux horaires pour m'entraîner dans la semaine. Et ces créneaux, ils sont plus disponibles pour autre chose. C'est-à-dire que depuis ces années, c'est extrêmement rare que j'ai annulé un créneau, un entraînement en sport pour prendre un rendez-vous pour autre chose. Moi, j'appelle ça les rendez-vous avec moi-même. On a fait la même C'est-à-dire, formation. ah ouais, c'est ça, on a dû faire. Ça doit sortir d'une formation CJD, ça certainement. C'est ça, Donc, les rendez-vous avec soi-même. les rendez-vous avec moi-même, c'est important. Donc, Mm. finalement, depuis que je me suis lancé là-dedans, je divise mon temps en trois. Il y a le temps pour mon activité professionnelle, il y a le temps pour moi. Alors, ce qui me concerne, c'est très orienté sport, mais ça peut être autre chose, hein. On peut faire du chant, de la danse, tout ce qu'on veut. Et puis le temps pour la famille. Voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne depuis des années et c'est plutôt bien. C'est un bon triptyque. Ouais, ne plus faire un agenda pro, mais en faire un agenda de vie, c'est une des clés pour trouver son équilibre. Exactement, exactement. Donc en fait, ça m'a amené au bout de 8 mois de pratique à participer à ma première course. Alors, j'ai choisi une course courte, près de chez moi, et puis ça s'est plutôt... Alors, ça s'est bien passé dans le sens où j'ai franchi les lignes d'arrivée, mais j'étais très très loin. Je crois qu'il y avait 140 participants, j'ai dû finir 120e. Moi, j'étais pas dernier, mais au moins j'ai franchi les lignes d'arrivée, puis c'était la première étape. Donc ça, c'était chouette. Oui, le but c'était d'être finisher, la première. Oui, exactement. Exactement. Et puis en parallèle de ça, eh ben, c'est d'ailleurs le CJD qui m'a amené à trouver le repreneur de ma société. Il y avait dans le CJD à Besançon un dirigeant d'entreprise qui avait une belle entreprise de construction de maisons individuelles, qui avait envie de diversifier son activité et d'ajouter toute la partie porte de garage, portail, aménagement extérieur. Enfin, en fait, il voulait pouvoir proposer à ses clients qui avaient acheté une maison individuelle quelques années auparavant des prestations complémentaires pour agrémenter l'environnement de leur maison.
Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis aussi, cette personne était cliente de mon entreprise, donc j'avais déjà eu l'occasion de la croiser, et il avait aussi constaté que l'entreprise était sérieuse et qu'on avait des bons produits, des bons poseurs, donc il s'est dit pourquoi pas. Donc ça s'est fait comme ça. Donc comme quoi le CJD, comme je disais tout à l'heure, ça m'a énormément apporté, aussi bien dans mon développement personnel que dans ce genre d'opportunités de cette session de mon entreprise. Et alors, peut-être deux questions en une, mais qu'est-ce que t'a apporté le sport et comment tu as travaillé ton rééquilibre, si je puis dire? Alors, je me suis très vite rendu compte Et réussir que à te j'étais... détacher, pardon. Et la troisième, c'est et réussir à te détacher de ces 80 heures semaine sans culpabiliser, sans se dire que la boîte va se casser la gueule et que ça va être moins bien qu'avant. Oui, ça c'est un grand sujet. Mm. Je pourrais en parler des heures, mais on va en parler. C'est très intéressant. En fait, ce que ça m'a apporté surtout, c'est dans un premier temps, je me suis rendu compte que j'étais pas fatigué physiquement. Quand j'ai commencé à faire du sport, pratiquer le sport, je me suis rendu compte que j'étais pas plus fatigué qu'avant. J'aurais pu imaginer en rajoutant du sport à mon planning qui était déjà quand même très chargé, j'allais m'épuiser. Mais finalement, j'étais surtout épuisé mentalement. C'est ça que j'ai fait comme constat. Donc, il y a eu la vente de l'entreprise. Donc, il y a un moment donné où j'ai quand même eu du temps libre parce qu'entre la vente de l'entreprise et la reprise de l'entreprise suivante, dont on parlera tout à l'heure, il s'est passé une bonne année et demie. Euh, je, j'ai eu quelques complications dans la recherche et dans la reprise de l'entreprise suivante. Mais ça m'a surtout permis de me déconnecter chaque semaine et de me donner une énergie totalement nouvelle. C'est-à-dire que je m'entraînais souvent le matin avant d'aller au travail. Alors, c'est sûr que c'est une discipline, comme je disais tout à l'heure, hein. Quand tu te lèves à 5h30 pour aller courir, bah, il faut se botter un peu les fesses pour sortir du lit et aller mettre son short, son maillot, et souvent de nuit, donc avec l'arme frontale pour aller courir. Alors, bien sûr, quand des personnes extérieures regardent ça, certaines te disent que t'es peut-être un peu barjot. Mais moi, ça me donnait une énergie complètement dingue pour attaquer ma journée. Alors, je m'entraînais aussi de temps en temps entre midi et deux, et puis le week-end, mais je laissais toujours le dimanche totalement libre. Enfin, j'avais toujours ces plages horaires. Et le soir, je m'entraînais pas parce que je voulais être disponible le soir pour manger en famille. Mais ça m'a vraiment apporté une prise de recul incroyable. Et puis surtout, j'ai constaté une chose, c'est que quand je pratique mes 3 activités sportives, je suis complètement déconnecté de mon quotidien et je trouve des solutions à des problèmes que je n'arrive pas à solutionner quand je suis dans mon entreprise. Ça, c'est un truc complètement incroyable. Alors, ceux qui nous écoutent ou qui vont regarder ce podcast et qui l'ont déjà expérimenté confirmeront certainement. Quand on n'est plus connecté, quand on est dans une activité totalement différente, alors moi c'est dans le sport, mais ça pourrait être dans autre chose, bah, le cerveau doit être irrigué différemment. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne suis pas un spécialiste des neurosciences, mais j'ai jamais trouvé autant de solutions pour mon entreprise et pour les projets que je menais que quand je pédale ou quand je cours. Alors par contre, ça ne fonctionne pas en natation. Je pense que j'ai jamais trouvé Il de y a trop solution de à mes choses à problèmes en gérer. natation. Comment? Il y a trop de choses à gérer. Le mouvement, la synchronicité, la respiration. C'est exactement ça. Alors comme on plaisante aussi des fois, c'est compter les carreaux. Voilà, ça te permet pas de réfléchir. Mais c'est vrai que bon, en plus je suis pas un grand nageur, donc j'ai toujours besoin de me concentrer sur mon mouvement, sur ce que je fais, parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que enfin, j'ai commencé la natation, je savais pas nager, j'avais 40 ans, donc quand tu as 40 ans, tu commences à essayer d'apprendre à nager le crawl. Tu sais déjà que tu vas pas devenir un grand nageur, et 12 ans plus tard, je suis toujours pas un grand nageur. Mais j'avance. C'est surtout ça qui est important. J'avance, quoi qu'il arrive. Et on peut en parler aussi de ça, de toujours avancer quoi qu'il arrive. Donc je me suis pris au jeu. J'ai fait ce premier triathlon, puis l'année d'après, je me suis dit tiens, je vais essayer de rallonger un petit peu les distances. Donc j'ai participé à des courses un petit peu plus longues. Donc on appelle ça. Alors c'est comme les tailles de vêtements hein, en Ouais, triathlon. Il y il a y a des le S, triathlons le M, S, etc. Ouais. M, L, XL. Donc j'ai fait des S la première année, des L, des M la deuxième année. Puis en fin de deuxième année, je me suis inscrit à mon premier triathlon longue distance. Donc c'est la moitié du format Ironman, qui est en fait XL. Et là, j'étais inscrit avec des copains de mon club. C'était à Vichy. Et bon, j'ai franchi la ligne d'arrivée. Bon, j'étais le dernier du club. Hein. J'étais encore
en apprentissage, va-t-on dire. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, ouais, super. Ça, c'est bien. Un triathlon long, c'est déjà une belle étape. Je pensais pas aller plus loin. Et puis, quelques semaines après, un copain m'invite en me disant, on se retrouve avec ceux qui ont fait le triathlon de Vichy et on va regarder quel triathlon Ironman on va faire l'an prochain. Alors, je l'ai regardé, je lui ai dit non, non, mais je ferai pas ça, moi, c'est pas possible. J'ai déjà vu, c'est trop dur, c'est inhumain. Enfin, je pense que je vais lui dire que c'est inhumain. Je lui ai dit un truc comme ça. Et je suis quand même allé à cette soirée et puis je me suis inscrit à l'Ironman de Nice. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors c'est sûr, quand je suis rentré à la maison, que j'ai dit à ma femme, je vais faire l'Ironman de Nice. Elle m'a regardé, elle s'est dit non mais c'est bon, il est en train de virer dingo là. Il a été piqué, il est perdu. Il est perdu. Il est perdu. Donc voilà. Donc alors si je l'ai fait aussi, c'est aussi parce qu'il y avait l'effet de groupe. Hein. On était 13 à être inscrits. Alors on s'est entraîné beaucoup ensemble. On avait aussi un coach qui nous faisait notre préparation. Donc ça m'a donné aussi envie de le faire. Je pense que si j'avais été tout seul, je l'aurais pas fait. Donc il y a Oui, aussi tu as ça, il y a l'effet de l'émulation groupe. du groupe, malgré que Ah ce oui, soit un sport complètement, individuel. complètement. Alors c'est vrai que on est sur des sports individuels, mais le groupe est quand même très important dans ce genre de projet. Hein. Et justement, pour aller sur la troisième partie de la question et dont on va aborder, tu n'as pas eu de sentiment de culpabilité de passer, par exemple, de 80 heures à, je sais pas, peut-être 60, ce qui est déjà énorme, en fait. 60-70, hein, c'est 2 temps plein, quoi. Mais quand on y réfléchit, de passer, Ouais. par exemple, de 80 heures à 70 pour te laisser du temps pour faire du sport, pour t'aérer la tête, l'esprit et dire, ben, je suis pas là, est-ce que la boîte va fonctionner? Est-ce qu'elle va fonctionner aussi bien? Est-ce que je mets pas même en péril ma société de par cette volonté d'être irréprochable et aussi de par le fait d'être moins présent, peut-être le développement du chiffre, de l'activité. Bref, tout ce que l'on sait. Comment tu t'es foutu la grappe avec ça et tu as pris de la distance et est-ce que ça a été un long chemin tranquille ou est-ce qu'il y a eu des hauts débats dans ce cursus? Alors, je vais. Alors, ça n'a pas été simple, oui. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai préparé l'Ironman de Nice, j'étais en train de rechercher une nouvelle société à reprendre. Et d'ailleurs, j'ai failli reprendre une société dans le monde, enfin, une société d'usinage. Ça, c'est pour l'anecdote aussi. Je suis allé très loin dans les discussions avec le dirigeant de cette entreprise. Et celui-ci m'a planté au dernier moment. C'est-à-dire qu'au moment où il fallait signer la vente, il m'a dit, moi, finalement, je ne vends plus. Donc, pour moi, ça a été c'était la douche froide, sachant que ça m'a coûté pas mal Énormément de d'argent, puisque temps. j'avais déjà engagé pas mal de frais d'avocat, de comptable. Je crois que ça m'a coûté quasiment 20 000 euros cette affaire. Et je suis reparti, en fait, je me suis retrouvé à repartir à zéro. Et là, c'était compliqué pour moi psychologiquement. Et là, Mais même avant cette oui, boîte, tu as commencé le sport, tu avais encore la première entreprise, oui, tout à fait, si j'ai pas de tout à bêtises. fait. C'est déjà sur ce créneau-là, enfin, si je peux me permettre de revenir Oui, bien un peu sûr. en arrière, Excuse-moi, oui, je déjà répondais pas à sur ta ce question, en fait. créneau-là. Oui, alors, en fait, là, sur cette partie-là, j'étais quand même sur des entraînements. Euh, J'étais pas encore au rythme d'entraînement que j'ai adopté plus tard. Mais c'est sûr que je m'étais pas encore complètement libéré du temps en semaine pour m'entraîner. Comme je disais tout à l'heure, c'était plutôt hors horaire de travail, donc c'était tôt le matin, parfois entre midi et deux, et puis le week-end. Mais c'était pas aussi présent qu'après, quand j'ai repris la société suivante. Donc c'était vraiment le début. Le démarrage du triathlon et puis la cession de mon entreprise sont arrivés à peu près en parallèle. Donc il y a eu cette période où j'ai euh, où j'ai voulu céder mon entreprise, en trouver une autre. Mais c'est vrai que, bien sûr, j'ai eu le sentiment de culpabilité à un certain moment. Mais il a été un peu plus présent quelques années plus tard, quand après avoir repris la société suivante, j'ai décidé de ne plus travailler le jeudi après-midi. C'est-à-dire que je me souviens très bien qu'à une reprise de l'activité en janvier, donc ça doit être le 2 ou le 3 janvier,
j'ai expliqué à mes équipes que je ne serais plus là le jeudi après-midi. Mais je leur ai dit pourquoi. Hein. Je leur ai dit, je vais aller m'entraîner le jeudi après-midi. Donc mon jeudi après-midi, c'était une sortie vélo longue. Et comme je le dis souvent, c'est les plus grosses décisions que j'ai pu prendre pour mes entreprises, c'est le jeudi après-midi sur mon vélo. Donc j'ai pas eu, au début bien sûr, quand j'étais en train de pédaler et que je savais que mes équipes étaient au travail, j'ai eu le sentiment de culpabilité, ça c'est clair. Mais finalement, pas très longtemps, parce que j'ai bien senti que ça leur posait pas de problème, ils savaient très bien où j'étais. Je leur disais que si vous avez une question, une problématique, ils pouvaient m'appeler et que j'étais disponible. Hein. Je n'étais pas non plus déconnecté totalement. Euh, mais j'ai pas eu spécialement le sentiment de culpabilité parce que j'estimais que mon travail était fait. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais pas besoin de travailler beaucoup plus d'heures les autres jours de la semaine alors que je travaillais plus le jeudi après-midi. Ça, c'était aussi un élément important, c'est que j'ai optimisé mon travail, j'ai gagné du temps dans mes journées, et puis j'ai aussi, je me suis appuyé sur mes équipes, clairement. Et je me souviens très très bien à l'époque, même mon responsable d'exploitation, donc là j'avais repris une entreprise de transport, on en parlera probablement tout à l'heure, m'avait même dit un jour, je vous remercie pour votre confiance parce que vous m'avez en gros donné les clés de l'entreprise et je sais que quand vous n'êtes pas là, vous me laissez toute autonomie. Ça, c'était pour moi génial. Donc c'était génial pour lui, c'était génial pour moi, et puis pour l'entreprise, ça fonctionnait super bien. Ça fonctionnait super bien. Et tu parlais tout à l'heure de cette fatigue physique et fatigue mentale. Tu t'en étais pas rendu compte avant et le sport t'a aidé justement à te révéler par rapport à ça? Ouais, complètement. Complètement. Je pense qu'on se rend pas toujours compte que quand on est fatigué, si c'est de la fatigue physique ou mentale. Et moi, je pense que c'est souvent de la fatigue mentale. Alors je sais que le cerveau, c'est une toute petite partie de notre corps, enfin, en termes de volume. Par contre, je sais que ça consomme 20% de notre énergie. Donc, si vous avez le cerveau qui est en permanence en activité, en ébullition, moi, je sais que je me suis aussi souvent réveillé au milieu de la nuit. Quand je me réveille à 3-4 heures du matin, c'est compliqué de se faire endormir quand tu as plein de sujets en tête, quand tu as d'idées, de choses à traiter. Et c'est vrai que ça épuise. Et pour moi, je dirais même que le sport me permettait de récupérer physiquement, enfin mentalement, de ce que je pouvais accumuler. C'était pour moi le meilleur moyen d'évacuer le stress et les tensions que je pouvais accumuler au travail. Ça l'est toujours d'ailleurs. Ça l'est toujours. Ouais, on parle des endorphines, hein, c'est pas un mythe, hein, c'est bien réel. Hein, la sensation qu'on a après une séance de sport, elle est quand même incroyable. Après, on pourra aussi parler de la sensation qu'on a quand on franchit la ligne d'arrivée. C'est encore une autre chose, mais c'est très puissant, quoi. Et donc justement, tu as voulu reprendre cette entreprise au bout d'un an et demi. Qu'est-ce qui t'a manqué à la vente de cette boîte? Est-ce que tu as senti un vide pour avoir cette envie et ce besoin de reprendre une entreprise? Ou est-ce que c'est d'autres aspérités? Alors, moi, j'ai un fonctionnement où, on va dire qu'au bout, allez, entre 4 et 6 ans, dans une même activité, quand je maîtrise le sujet, en général, je Je m'ennuie. m'ennuie. Voilà. Donc, j'ai besoin de faire autre chose. Donc, je sais très bien que mon cycle, c'est ça, 4 à 6 ans. Alors, des fois, ça peut être un peu plus, mais bon. Donc là, j'étais arrivé au bout. Je maîtrisais bien le sujet. L'entreprise, elle avait été développée. Je savais que je pouvais pas faire beaucoup plus avec. Donc, j'ai décidé de la vendre. Et ce qui a été compliqué, c'est de trouver une entreprise à reprendre. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le marché de la reprise, il est invisible en fait. Hmm. Il y a certainement beaucoup de sociétés à vendre, mais Ah, elles sont pas tout hors visibles puisque marché. Ouais. comment? Tout est hors marché. Bien sûr. Donc j'ai fait énormément de démarches auprès de banques, cabinets d'expertise comptable, d'avocats. Je suis allé voir la chambre de commerce, bah, déjà pour me faire connaître, pour expliquer que j'avais un projet. Alors ce qui surprenait les personnes que j'allais voir, c'est que je leur disais euh, le secteur d'activité, peu importe. Alors là, les banques me regardaient avec des yeux comme ça, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je dis, moi, je cherche pas un secteur d'activité, une société dans un secteur d'activité, je cherche une activité qui a de la récurrence. Parce que depuis que j'avais commencé mon travail, j'étais toujours sur des business où
il fallait aller chercher des commandes tous les matins. Quand je vendais du matériel électronique dans ma première société, une fois que tu avais vendu, je vendais des onduleurs de forte puissance à l'époque. Une fois que j'avais vendu l'onduleur, le client il n'allait pas en acheter un deuxième. Et donc c'était que de la prospection. Quand j'ai eu l'entreprise de store à fermeture, c'était la même chose. Je me suis dit, j'en ai marre d'aller chercher des commandes tous les matins. Maintenant, je veux quelque chose où j'ai un contrat signé pour 6 mois, 1 an, et il y a de la récurrence. C'est ça que je cherchais. Et ça, les structures qui interviennent dans les sessions d'entreprise avaient du mal à comprendre que je leur demande pas une entreprise dans un secteur d'activité bien précis. Et puis finalement, j'ai trouvé une société qui m'intéressait, qui était dans le transport. Alors, une fois de plus, j'avais rencontré la dirigeante dans une réunion à la Chambre des commerces et je savais qu'elle était en réflexion pour vendre son entreprise. Donc, je suis allé la revoir et puis elle m'a expliqué son activité. Alors, c'est une activité très spécifique dans le monde du transport parce que cette société fait de la location de camions tout-pied avec chauffeur. C'est-à-dire qu'on louait des camions pour les fabricants de béton. Les camions que vous voyez sur la route qui livrent le béton sont pour la plupart loués par les entreprises qui fabriquent le béton. Alors vous avez beaucoup de grands groupes qui louent la totalité de leurs camions, et puis après vous avez des sociétés indépendantes qui ont leur propre part de véhicules, mais qui louent aussi des camions à des sociétés comme la mienne. Et donc là, il y avait de la récurrence, puisqu'en fait, on signait des contrats à l'année. Et je me suis dit, youpi, quoi, je vais faire ça. C'est comme ça que ça s'est présenté. Et puis, je me souviens qu'à l'époque, je suis allé voir l'avocat avec lequel j'avais traité la reprise et la cession de mon entreprise précédente. Je lui présente le projet et il m'explique, en plus il connaissait très bien l'entreprise puisqu'il était avocat aussi de la cédante. Il m'explique que je pourrais jamais reprendre cette entreprise. C'était un petit peu la douche froide pour moi parce que je m'y voyais bien. Il m'explique que c'est trop gros, que les banques ne me financeront pas, que je connais rien au secteur du transport, que c'est un métier très spécifique, qu'il faut avoir un diplôme pour diriger l'entreprise de transport. Ça, c'est encore quelque chose que j'ignorais. Quand tu es transporteur, tu dois avoir une capacité de transport. C'est un des rares métiers où il faut avoir une personne diplômée dans l'entreprise pour être autorisé à la diriger. J'ai pas écouté l'avocat, je suis allé voir les banques, et puis j'ai eu mon financement, puis j'ai changé d'avocat aussi. Bon, en plus, j'ai changé d'avocat parce qu'il pouvait pas être jugé parti, il pouvait pas conseiller la vendeuse et l'acheteur. Donc, c'est pour ça que j'ai pas travaillé avec lui. Et puis, j'ai repris cette société. Alors, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, en fait. Ah, on est parti. Si, C'était parti un peu loin. C'était Mais le manque après avoir connu l'entrepreneuriat. Au bout d'un an, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, on fait un Ironman, quand même, parce que t'as fait l'Ironman de Nice à peine au bout de 2 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, t'es en fait, passé c'est vrai de pas de sport à faire un Ironman. Donc, c'est quand même un beau challenge, un beau défi. C'est vrai que j'avais pas du tout envisagé de faire un Ironman quand j'ai commencé le triathlon. Et c'est vrai que 2 ans après avoir commencé le triathlon, je me suis retrouvé au départ de l'Ironman de Nice. C'était le 28 juin 2015, je m'en souviens très bien. C'est une date qui est importante dans mon parcours. Et tu as commencé le sport en 2013. Oui, c'est ça. À 40 ans. À 40 et quelques mois. Oui, j'ai commencé Et c'est vrai que ce matin-là, sur la plage à Nice, devant la promenade des Anglais, quand je me suis retrouvé au milieu des 2700 concurrents, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Et à l'époque, les départs se faisaient en masse, c'est-à-dire que les 2700 concurrents se jetaient à l'eau. C'est-à-dire, je le montre dans ma conférence, ça fait peur, quoi. Et ça fait peur déjà à regarder de l'extérieur. Je me souviens que ma femme et ma fille qui étaient là m'avaient dit après, mais c'était juste fou de voir toutes ces personnes se jeter à l'eau en même temps. Et quand tu es dedans, on appelle ça la lessiveuse. Oui. Donc, tu ressors avec quelques bleus, quoi. Oui. D'ailleurs, ma femme et ma fille ont vu 2-3 personnes sortir avec le nez en sang au bout de quelques minutes. C'est-à-dire que les personnes se sont entraînées pendant des mois et la course s'arrête au bout de quelques minutes parce qu'elles ont pris un mauvais coup. Et c'est vrai que pendant les quelques centaines je sais pas, pendant 400-500 mètres, donc la natation, c'est 3,8 km, tu nages pas. D'ailleurs, j'ai compris pourquoi à ce moment-là.
en séance de natation, on s'entraînait au water polo. Donc là, c'est du crawl, mais avec la tête hors de l'eau. C'était vraiment pour s'entraîner pour le départ, parce que tu peux pas faire autrement que garder la tête hors de l'eau, sinon tu vas prendre des coups, pas possible. C'était un challenge quand même assez fou, mais c'était quand même incroyable quand à 6 heures du matin, tu es sur cette plage, tu regardes l'horizon et tu vois le soleil se lever sur la promenade des Anglais, enfin sur la mer. Tu dis là, je vais m'élancer là, quoi. Waouh! Est-ce que je vais pouvoir? Et quand tu ressors de l'eau, tu passes devant le parc à vélo, tu passes devant la ligne d'arrivée. Tu dis mais il me tarde d'être là, puis de la franchir cette ligne d'arrivée, quoi. Parce que ça va être long la journée, quoi. Donc ça, c'était une expérience totalement incroyable pour moi, et c'est la première fois que je me rendais compte que en une journée, c'est-à-dire que là, moi, ça a duré un peu plus de 12 heures, en si peu de temps, finalement, tu peux passer par toutes les émotions, quoi, par tous les états. Tu peux être euphorique, tu peux être au bout du rouleau, tu as des fois envie de jeter le vélo dans le fossé et puis d'attendre les secours. Enfin, et puis après, quand tu as fait tes 180 km de vélo, moi, j'avais jamais fait 180, j'avais jamais nagé 3 km 8 d'affilée, j'avais jamais fait 180 km de vélo. Enfin, j'avais quand même fait une bonne partie de la reconnaissance du parcours de vélo. Et puis j'avais jamais couru de marathon. Un marathon, je ne savais pas ce que c'était. Même en prépa? Non, non, même en prépa, non, tu fais pas à la distance. En Hmm. prépa, on avait fait des La moitié? enchaînements, par exemple 120 km de vélo, et puis on enchaîne avec 20 km à pied. Mais Hmm. j'avais jamais fait un marathon de ma vie. Donc alors après, un marathon sur un triathlon, tu le gères pas comme un marathon si tu le fais tout seul, hein. Forcément, tu es plus en mode survie qu'en train d'essayer de faire un temps. Donc, mais par contre, quand tu poses le vélo et puis que tu te dis là, je suis quand même bien, bien entamé, il fait 32 degrés et je dois courir un marathon. Ouais, ça va pas être simple cette affaire. Ah, c'était fou. Bon, j'avais un bon comité de soutien là. Ma femme, ma fille et puis des copains qui étaient venus. Donc ça, c'est pareil, ça booste bien. Donc ils avaient, ouais, c'était bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, un copain qui était venu m'a encouragé, m'avait demandé à quelle heure j'allais revenir avec mon vélo. Moi, j'avais fait mes calculs, mais tu vois, j'avais pas d'expérience, hein. Je sais plus à quoi ça correspond, mais j'avais dû lui dire, je vais arriver vers 13 heures. Et je suis arrivé à 5 minutes près à l'heure que je lui avais indiqué. Et lui m'a quand même dit, je lui ai fait remarquer que j'étais à l'heure. Il m'a dit non, tu as 5 minutes de retard. Donc, Enfoiré. ah, j'ai dit enfoiré, ouais. Bon, on avait quand même fait un pari que si je finissais en moins de 13 heures, c'est lui qui payait l'apéro. Donc, j'étais content parce qu'il a quand même payé l'apéro. Mais non, c'était une expérience folle. Et c'est vrai que j'étais assez loin d'imaginer dans quoi ça allait m'emmener plus tard. Oui, parce que tu dis que c'est une date importante pour toi, justement. Oui, alors, les sportifs qui nous écoutent connaissent ce truc-là. Tu franchis la ligne d'arrivée sur le premier, comme ça, tu te dis non, mais c'est n'importe quoi, plus jamais je ferai ça. Et je me suis fait tellement mal, c'était tellement long, tellement dur, la préparation, c'est tellement impliquant. Non, plus jamais ça. Et puis là, les Puis sportifs viennent te voir et te disent, on en parle dans quelques semaines. ouais, le lendemain, tu fais, pouah, c'était quand même bien, quoi, ce truc-là. Ouais, c'était quand même puissant. Et puis, une semaine après, ouais, peut-être qu'un jour, ouais, enfin, peut-être quand même que j'y repense. Puis un mois après, tu regardes les prochaines courses. Alors, le problème, c'est que plus tu fais ce genre de course, plus le délai entre le moment où tu passes la ligne et le moment où tu t'inscris à la prochaine se raccourcit. C'est un peu le souci. Mais c'est tellement puissant que c'est effectivement une drogue dure. C'est une drogue dure. Et, moi, je comprends ça, hein. Quand des personnes m'expliquent qu'elles vont se réinscrire à telle ou telle course, je vois très bien ce qui les motive. Et donc justement, en parallèle de ça, tu as ensuite eu cette première société qui s'est bien développée parce que tu as voulu, enfin tu as eu l'opportunité de racheter une entreprise concurrente en Alsace, si je ne Oui, dis pas de bêtises. c'est exactement ça. Alors, alors ça, c'est pareil, c'était une sacrée aventure parce que je rachète cette première société. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je connaissais pas du tout le secteur du transport. La dirigeante m'explique
que je vais pouvoir m'appuyer sur la responsable d'exploitation, qui est une fille très compétente, qui connaît le métier, qui connaît tous les chauffeurs. Donc à l'époque, l'entreprise comptait une 40aine de camions et chauffeurs. Donc je me dis, c'est cool, je vais apprendre à ses côtés, ça va bien se passer. Et un mois après la reprise, cette fameuse personne me donne sa démission. Donc là, grand moment de solitude. Je me dis là, t'es bien parti. Et alors, une fois de plus, grâce à ce que j'ai pu aussi voir dans mes formations et tout, j'ai pris du recul et je me suis dit, bon, te dis pas que c'est une catastrophe, dis-toi plutôt que c'est une opportunité. En plus, la personne en question, je sentais bien qu'on n'allait pas forcément très bien fonctionner ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est partie, elle a vu qu'on n'avait pas le même mode de fonctionnement. Et puis, j'ai embauché une personne qui venait du monde du transport, donc qui avait une compétence dans ce domaine. Par contre, cette personne-là n'avait pas la capacité de transport. Donc, je me suis retrouvé quand même un peu dans l'embarras parce que je n'avais finalement plus le droit de diriger l'entreprise puisque je n'avais plus personne dans la société. Parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que la capacité de transport était détenue par la fameuse personne démissionnaire, la responsable d'exploitation. Donc là, c'est là que justement mon avocat m'a dit il va falloir passer l'examen parce que si vous n'avez pas la capacité, en gros, d'ici à la fin de l'année, vous n'êtes plus autorisé à diriger l'entreprise. Donc, c'était une petite source de stress. Donc, j'avais quand même trouvé un remplaçant qui était très compétent, quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 4 années. Vraiment, on a eu une superbe collaboration. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Et puis, pour l'anecdote concernant le fameux diplôme, j'avais l'examen se passait c'était une fois par an l'examen, c'était au mois d'octobre. Et je m'étais dit, en septembre, je bosse à fond l'examen, c'est-à-dire que tous les matins, je vais pas au travail, je travaille, je révise pour passer l'examen. Donc j'ai fait ça pendant tout le mois de septembre. Puis fin septembre, donc là je faisais plus de sport du tout. C'est-à-dire que pendant un mois et demi, j'ai coupé complètement le sport. Et 10 jours avant l'examen, un copain me propose d'aller faire une sortie VTT. Et je lui dis non, non, j'ai l'examen dans 10 jours, faut que je bosse. Il me dit allez, c'est bon, t'as bien bossé, viens te défouler. Et le fait de rester couché ce jour-là, puisqu'en fait, j'ai violemment chuté en VTT pendant cette sortie. Et je me suis retrouvé à être élitreillé dans un bois, depuis un bois, et direction les urgences de l'hôpital. Et là, donc, j'étais complètement en vrac. J'avais des douleurs insoutenables. Et je me suis dit, mais jamais je pourrais passer l'examen. Jamais, c'est impossible. Donc, j'ai quand même pu rentrer chez moi. Et puis, le lundi qui a suivi, j'avais une semaine, la semaine suivante, je devais aller réviser. Il y avait une session de révision en présentiel à Nancy, donc à peu près à 3 heures de chez moi. Donc, je suis allé voir mon médecin. Je lui ai dit, vous me donnez ce que vous voulez. Il faut que je sois shooté pour aller à Nancy et j'ai pas le choix. Donc, à l'époque, mon épouse travaillait pas. Donc, c'est elle qui m'a emmené. Elle a fait, parce que c'était très compliqué pour moi de me déplacer. J'ai fait ma semaine de révision et puis la semaine suivante, j'ai passé l'examen, toujours pareil, dans un état lamentable, sous tramadol, complètement dans les vapes, à avoir même du mal à tenir les yeux ouverts. Et puis j'ai passé l'examen dans ces conditions-là. Et j'ai eu. Mais et c'est là que je me suis dit aussi, c'est quand même incroyable les capacités qu'on peut développer quand on a une situation qu'on est obligé de gérer. C'est-à-dire qu'en fait, on va vraiment développer des capacités. Enfin, si la situation est choisie ou subie, ça va être totalement différent. Quand c'est subi comme ça et puis que t'as pas le choix, finalement, tu vas faire des choses que tu n'aurais pas du tout fait si tu avais eu le choix. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, mais comment j'ai pu passer cet examen alors que déjà mon médecin, quand il m'a vu arriver, il m'a dit, mais vous êtes, ça va pas quoi. Vous pouvez pas vous déplacer, vous pouvez pas passer un examen. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Et finalement, on y arrive. Alors je dis pas que c'était une bonne chose, mais de toute façon, c'était indispensable que j'ai ce diplôme. Donc j'ai repris cette première société. Et puis à peu près au moment où j'ai passé l'examen, j'ai été mis en contact par un fournisseur avec une société concurrente, donc qui était, comme tu le disais tout à l'heure, basée en Alsace. Et pareil, c'était une session. Le dirigeant arrivait à la retraite et il avait d'ailleurs largement dépassé l'âge. Il avait 70 ans et il voulait vendre son entreprise. C'était un concurrent de la première, mais sur 2 secteurs d'activité. Alors, on était un peu en commun sur certaines zones géographiques, mais c'était bien complémentaire, quoi.
Et je me suis retrouvé à racheter cette deuxième société et que j'ai pu d'ailleurs financer. Parce que comme je disais tout à l'heure, la première société, mon avocat était convaincu que je ne pourrais pas l'acheter. Et finalement, j'ai acheté deux sociétés du même type en à peine un an et j'ai eu les financements. Donc après, il y a aussi il y a aussi le contexte qui faisait qu'à l'époque, les banques finançaient, parce qu'elles n'ont pas toujours, sont plus ou moins favorables à financer des projets de reprise. Hein. Alors, j'ai dû aussi réussir à les persuader que ça allait bien se passer. Et, euh, et puis, il faut aussi, enfin, c'est aussi une façon de saisir une opportunité. Mais c'est pareil, cette reprise, je pourrais en parler aussi longtemps parce que finalement, le cédant, il voulait vendre à son adjoint et l'adjoint n'a jamais pu financer le projet. Et finalement, il m'a vendu l'entreprise avec l'adjoint dans l'entreprise. Donc, j'ai dû aussi gérer ça. Parce que bien sûr, cette personne n'avait pas du tout envie de travailler avec moi. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé à la fin parce qu'il a quand même trouvé un accord pour qu'il quitte la société que je reprenne les rênes avec mon responsable d'exploitation. Donc voilà, je me suis retrouvé en fait avec ces deux structures à gérer en parallèle. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, au moment où j'ai racheté l'entreprise, c'était en mars 2017, 2007, pardon. Je m'étais déjà inscrit à mon prochain triathlon XL, l'Embrunman. C'est un autre triathlon qui est très connu et qui est très réputé parce qu'il est très difficile. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est bien raisonnable de s'inscrire à cette course-là, donc avec le temps que ça nécessite en termes de préparation, alors que je viens de racheter une deuxième société. Et puis je suis, allez, j'essaye, on va voir. Et puis en fait, c'est ce que j'ai fait. Et puis ça s'est plutôt pas mal passé. C'est plutôt pas mal passé. Même très bien. Et du coup, Quand je dis pas mal, t'as c'est très bien passé. très bien passé. Bah Tu oui, t'en es sorti. oui, je m'en suis sorti. Alors, une fois de plus, c'était une course qui était très éprouvante, mais super, quoi. J'ai commencé un petit peu à me connaître et je savais à peu près combien de temps j'allais y passer. Et j'ai fait une course qui était complètement en phase avec ce que j'avais imaginé. Et ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette course. Alors bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, dans une course aussi longue, tu passes par tous les états. Il faut être capable de gérer les temps forts, les temps faibles, parce que tu as forcément des moments d'euphorie pendant la course. Et là, avec l'expérience, tu sais que quand tu es euphorique, il ne faut pas t'emballer, parce qu'en général, c'est que tu es au top, tu es au-dessus de la sinusoïde, et qu'à un moment donné, paf, tu vas te retrouver en bas. Et ça peut arriver très vite. Donc, quand on se sent très bien, il ne faut pas s'enflammer. Puis quand on se sent pas bien, il faut se dire que ça va revenir. Mais ça, c'est vrai en sport, mais c'est vrai n'importe où. Il y a toujours des phases où tu as l'impression que rien peut t'arriver, et puis des phases où tu es au bout du rouleau, mais il faut te dire que ça va revenir. T'as Et pas mal de similitudes entre le sport et l'entrepreneuriat au final. il y en a énormément. Il y en a énormément. Ouais, ouais. On parle souvent de la zone de confort. Est-ce qu'il faut en sortir, pas en sortir? Ben, tu peux l'appliquer en sport, en entreprise. C'est pareil. Je pense qu'il faut être capable de sortir de sa zone de confort. Alors, faut pas y rester trop longtemps en dehors de la zone de confort, parce que moi, Ça prend beaucoup d'énergie. ça prend beaucoup d'énergie. Alors, j'ai beaucoup réfléchi aussi à quand on parle des limites. Ces limites, faut être capable de les connaître. Et moi, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je considère qu'il faut pas dépasser ces limites. Parce que j'ai vu beaucoup de triathlètes sortir de leur zone de confort un peu trop longtemps, dépasser leurs limites un peu trop souvent, et puis bah, j'en ai vu un paquet finir au bord de la route avec une couverture de survie sur le dos. Hein. Et puis en entreprise, c'est pareil, avec le CJD, des entrepreneurs qui se sont vus trop beaux, qui ont voulu développer leur entreprise à fond, bah, j'en ai vu aussi quelques-uns qui ont fini au tribunal de commerce. Donc moi, j'ai tendance à dire que la zone de confort, c'est sympa, faut en sortir, mais faut y revenir régulièrement. Et puis finalement, tu t'aperçois qu'en sortant de ta zone de confort, quand tu y retournes, bah, petit à petit, elle s'élargit et tu es de plus en plus confortable Exactement. dans ce que tu fais. Et j'insiste vraiment sur le côté limite. Dépasser ses limites, c'est pas du tout une bonne idée. Moi, je me suis toujours posé la question. J'ai participé à des dizaines de courses. Hein, je pense que j'ai fait une cinquantaine de triathlons. J'ai jamais abandonné. Et je me suis souvent dit,
En fait, si tu n'as jamais abandonné, c'est parce que tu n'es jamais allé trop loin. Enfin, tu vois, je me suis jamais. Finalement, c'est parce que tu te limites. Puis avec du recul, je me dis, bah, j'ai bien raison de me limiter parce qu'au moins, à chaque fois, je profite jusqu'au bout, je franchis une ligne d'arrivée. Alors peut-être que si j'avais poussé un petit peu plus mon corps, j'aurais gagné 5, 10, 20 places. Mais franchement, ça m'est totalement égal de gagner 10, 15, 20 places. De toute façon, je suis, comme je disais tout à l'heure, comme j'ai pas de capacité extraordinaire, je sais que je ferai pas podium, mais comme m'avait dit un copain un jour d'entraînement, euh, de toute façon, tu feras pas carrière. Donc, ça, j'ai bien compris que je ferai pas carrière, mais par contre, ce que j'ai compris, c'est que je peux prendre beaucoup de plaisir dans ce genre d'activité et que ça participe énormément à mon bien-être, à mon équilibre. Et puis, par rapport à ce que tu dis, le fait de gagner 10 ou 20 places et sortir, pas sortir de sa zone de confort, mais vraiment se mettre dans le rouge, tu as aussi une analogie qui a été faite sur un podcast précédent avec Pierre Deveau, où en gros, c'est bénéfice court terme versus risque long terme. Court terme, tu es content parce que tu as pris tes 20 places, mais en long terme, tu ne sais pas exactement ce que ça va te coûter et le temps que tu vas te remettre que ce soit dans le C'est sport, dans l'entrepreneuriat, dans la vie, quoi. c'est exactement ça. Quand j'ai commencé le triathlon, c'est parce que je sentais que si j'allais un petit peu plus loin que où j'étais, j'allais plonger, j'allais tout droit au burn-out. J'étais au bord du précipice. Et, euh, et en sport, j'ai aussi vu des athlètes, enfin des athlètes amateurs, hein, comme je peux l'être, qui ont terminé des courses, mais qui ont enchaîné des courses. Tu vois, des mecs qui ont fait 2 Ironman en 2 mois, et puis les gars, finalement, là, ils vont franchir la ligne d'arrivée. Mais par contre, ils vont être complètement cramés pendant les 6 prochains mois, incapables de s'entraîner, ou alors en s'entraînant sans prendre de plaisir. Donc il y a aussi le corps, il a besoin de se régénérer, de récupérer, et puis quand tu sais que de toute façon, tu as accumulé de la fatigue et que tu as déjà fait une course importante dans l'année, bah, tu sais que la suivante, il faudra pas l'aborder de la même façon et qu'il faudra que tu sois un petit peu plus, on va dire, respectueux de ton corps et que tu le pousses un peu moins loin. Mais ça, c'est hyper important. Et justement, tu as eu deux aventures entrepreneuriales complètement différentes, avec l'une, pas dire subie, mais avec un rythme de travail, comme tu disais, assez dingue, et les fameux piliers de vie perso et soi-même pas mal entamés. Et l'autre où tu as réussi à trouver cet équilibre-là, modestement, hein, bien sûr, je sais que tu es plutôt comme ça, mais quelle leçon ou quel conseil tu pourrais donner, toi qui as connu ces deux aspects-là? Euh, Ce que je retiens de ces deux expériences, c'est que, alors, bien sûr, chacun a sa vision d'entrepreneuriat. Je discutais récemment avec des chefs d'entreprise qui, quand je leur expliquais que pour moi, l'important, c'était de pouvoir régulièrement me déconnecter de mon entreprise, de prendre du recul, de lever la tête du guidon, hein. On prend une, une allégorie avec le sport, c'est vraiment ça, sortir la tête du guidon, parce que finalement, dans ton entreprise, quand tu as la tête la tête dans le guidon, tu prends pas de recul, tu es dans ta difficulté du moment, dans ce que tu subis, et finalement, tu vois plus du tout ce qui se passe autour, et c'est là que tu risques le crash. Alors justement, dans ma conférence, j'en parle parce que sur le triathlon de Nice, sur Ironman de Nice, j'ai failli vraiment me cracher 2 fois en vélo parce que j'avais la tête dans le guidon et je regardais pas devant moi. Ben, quand tu es chez l'entreprise, c'est pareil. Si tu regardes, si tu as la tête dans le guidon, qui était absorbé et happé par l'opérationnel, par tes problèmes du quotidien, bah, tu vois rien. Et puis finalement, tu t'aperçois pas que tu es en train de faire fausse route sur ton marché par rapport à tes collaborateurs, par rapport à tes clients. Et c'est là que tu risques de grosses déconvenues. Donc c'est pour ça que je dis et c'est ce que j'ai retenu de mes expériences professionnelles, c'est quand tu es chef d'entreprise, il faut savoir déconnecter. C'est hyper important. Euh, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, et moi j'ai été le premier à le penser, qui pensent que pour que l'entreprise fonctionne mieux, il faut qu'ils passent encore plus de temps dans l'entreprise, il faut qu'ils soient encore plus présents. Bah, je peux te dire, c'est certainement pas la bonne solution. Moi, j'ai jamais mes entreprises et j'ai jamais été aussi efficace et j'ai jamais eu autant de résultats dans mes entreprises que quand je me suis déconnecté, que j'ai pris du temps pour moi, que j'ai pris du temps pour faire autre chose. Alors, comme je le disais aussi tout à l'heure, après, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Il y a des gens qui ont envie de faire des activités culturelles, de la musique, du chant, de la peinture, je ne sais pas quoi. Tu m'as cramé, je sais pas.
Mais chacun trouve son équilibre. Et puis, ce que je vois aussi, et ce que j'ai beaucoup vu chez les chefs d'entreprise, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont oublié quels étaient leurs besoins et leurs envies, leurs rêves originels, comme j'appelle ça. Il y a beaucoup de personnes qui disent: «Oh, bah, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela, mais bon, tu vois bien, bah, tu vois bien quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire?» Tu vois? C'est quoi le frein? «Ah, bah, j'ai pas le temps», et non, c'est sûr, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas le c'est pas possible. Si tu réfléchis bien, je pense que c'est possible. Et tu vois, moi, j'avais un projet qui était pas simple à mettre en œuvre, mais je voulais faire le GR20 avec mes frères. Et finalement, on a concrétisé ce projet-là à un moment donné où tout le monde aurait pensé que c'était impossible. On a fait ça en juillet 2020, en plein Covid. Au moins, il y avait le temps. Bah, il y avait le temps, et puis surtout, c'était une fenêtre de tir où ils avaient un peu déconfiné, et c'était le meilleur moment pour y aller, parce qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de monde sur le GR. Mais là, tu t'aperçois que tout est possible, finalement. Moi, c'est aussi ça que je retiens de ces expériences, c'est que finalement, il n'y a pas beaucoup de limites à ce qu'on peut faire. Il y a tellement de possibilités. Après, il faut se mettre dans un schéma. Moi, j'en ai déjà parlé, hein, quand je parlais de conférences tout à l'heure. Je vois bien certains conférenciers qui expliquent un peu sur le même schéma que moi, que ça ont réussi à faire des choses complètement dingues, Et qui étaient justement, inenvisageables pour. oui, c'est les fameuses croyances limitantes que l'on se fixe soi-même aussi et qui nous auto-sabotent. Et des sujets de ta conférence, c'est le dépassement de soi et la résilience. Ça m'amène à deux questions, puisque le but, c'est comment transformer l'impossible en réalité grâce à la persévérance. Tu parlais du mental et de la discipline, justement. Et par rapport à ça, quelles astuces tu donnes sur les grandes lignes? Et j'aimerais aussi connaître ta définition de la résilience. Définition de la raison. En quelles astuces? Moi, je suis assez pragmatique, hein. Euh, les astuces, déjà, c'est savoir. Alors, moi, quand j'ai commencé le sport, je me suis déjà posé la question de savoir de ce que je ne voulais plus avoir dans ma vie. Enfin, je voulais plus être surmené, je voulais plus passer mon 100%, enfin 90% de mon temps au travail. Donc, déjà, le premier truc, c'est déjà de savoir de quoi on n'a plus envie. C'est déjà pas mal. Et puis après, de se poser la question de quoi on a envie. Et moi, j'ai un fonctionnement aussi à l'objectif. Si j'ai pas d'objectif, c'est quand même compliqué d'avancer. Alors, dans le sport, c'est facile. Il suffit de m'inscrire à quelques courses et j'ai un objectif. Et je sais que si je fais pas le boulot de m'entraîner avant, bah, le jour J, déjà, je vais être stressé et puis ça va pas bien se passer. Donc ça, c'est une première chose, mais c'est valable aussi pour toute activité professionnelle, hein. Si tu t'entraînes pas, si tu te prépares pas, le jour où tu vas te retrouver devant ton client pour présenter ton produit ou présenter un projet devant ta direction, si t'as pas fait le travail avant, il y a peu de chances que ça se passe bien. 80% se fait dans la préparation, paraît-il. Ouais, je crois. Je crois. Bah, de, que ça soit en sport ou ailleurs, la préparation, la motivation, tu en as besoin pendant toute la préparation, parce que faut pas croire. Moi, je suis pas toujours motivé, hein. Il y a des matins ou des jours où j'ai pas envie de m'entraîner. Mais j'ai un objectif. Par contre, j'ai peut-être pas envie, mais comme je suis déterminé, je vais quand même y aller. Euh, Parce que je sais que je me suis engagé. Alors aujourd'hui, je me suis engagé, enfin, comme toutes les années, je m'engage par rapport à des courses auxquelles je vais m'inscrire. Mais ce qui est aussi extrêmement important pour pouvoir atteindre ses objectifs, c'est d'être accompagné. Et là, moi, je me fais accompagner depuis des années par un coach qui me fait mes préparations, je lui donne mes disponibilités, il va me faire mes entraînements, parce que moi, j'estime ne pas être compétent pour ça, c'est pas mon métier. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai entrepris un projet, j'ai toujours pris les services de personnes compétentes. On parlait tout à l'heure d'avocats, de comptables, je parlais du CJD avec les formations. J'ai jamais fait monter un projet tout seul. Ça n'existe pas. C'est comme le sportif de haut niveau. Il gagne pas des médailles au championnat du monde, aux Jeux Olympiques tout seul. Parce qu'il a un staff derrière.
On l'a vu encore, moi je suis fan de biathlon, il y a encore eu des performances incroyables de l'équipe de France de Ce week-end, biathlon. toute cette semaine d'ailleurs. Ouais, c'est exceptionnel, mais sachant que l'équipe de France n'a pas les moyens que peut avoir la Norvège ou l'Allemagne, et pourtant c'est la nation numéro un en biathlon. Pourquoi? Parce qu'ils ont des super équipes, ils ont des super entraîneurs, des très bons techniciens, des très bons entraîneurs de tir. C'est pareil. Moi, je prends des conseils, j'essaie de trouver des personnes avec qui ça match, avec qui je m'entends bien. En sport, j'ai aussi pris les conseils de nutritionnistes. Alors, je ne veux pas dire que je suis tous les conseils, hein, mais j'essaie de faire attention surtout à l'approche des courses. Mais moi, le conseil que je peux donner, c'est surtout alors déjà, si on veut se lancer, un bon conseil à recevoir, c'est déjà d'ignorer les sceptiques. C'est-à-dire toutes les personnes qui vont t'expliquer comment ne pas faire, parce qu'elles vont analyser ton projet avec leurs filtres, avec leurs peurs, avec leurs angoisses, avec tout ce qui peut les stresser elles. Et en fait, elles analysent ton projet par Avec leurs rapport à elles, lunettes. Ouais. Ouais, avec leurs lunettes, pas avec les tiennes. Donc en fait, voilà, déjà ignorer les sceptiques. Et puis surtout, essayer d'obtenir l'adhésion de personnes qui croient en toi et puis qui te soutiennent vraiment, hein, pas les hypocrites, hein, les gens qui croient vraiment en toi puis qui vont te soutenir jusqu'au bout et te faire aider. Et puis quand même aussi avoir une certaine discipline. Tu peux pas réussir si t'es pas discipliné, si t'es pas. Et je parlais tout à l'heure d'endurance. C'est valable dans toute activité. C'est pas c'est comme quand tu passes un examen. On n'a jamais vu quelqu'un réussir un examen en se préparant la veille, hein. Je pense qu'on a tous fait ça. Essayer de réviser la veille et tout, mais en fait, tu sais très bien que si t'as pas fait le boulot avant, c'est mort, quoi. Et on n'en connaît pas beaucoup qui sont motivés pour passer un examen, hein. Tout se joue dans la Oui, discipline. oui, c'est ça. C'est ça. En plus, Et, voilà. justement, ça me permet de rebondir là-dessus. Tu en parlais tout à l'heure, des fois je suis pas motivé, mais j'y vais. Donc tout est question de discipline. C'est là aussi où on peut faire la différence entre la motivation et la discipline. Comment tu l'as travaillé cette discipline? Tu parlais de ton mental d'acier tout à l'heure. Oui, alors, euh, ce que je dis, surtout aussi, c'est que la discipline et la motivation, tu dois avoir tout au long de ta préparation. Et finalement, le jour J, le jour de l'examen, le jour de la course, tu as besoin plus que de mental. Parce que finalement, le physique ce que tu as appris, tu l'as acquis. Moi, comment je travaille la discipline? C'est avec des routines, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est les entraînements réguliers, en continu. Bien sûr, j'écoute aussi mon corps. Tu vois, quand je suis en échange avec mon coach, je vais lui dire là, je suis fatigué, il faut alléger. Voilà, faut pas non plus prendre pour argent comptant tous les conseils qu'on peut te donner. Il faut aussi savoir sentir ce qui vibre en nous, ce qui ressort. Là, j'ai été malade il y a 15 jours. Je me suis arrêté de m'entraîner. Bien sûr, si tu es un peu omnubilé par ta préparation et tout, tu peux être en stress en te disant oh là là, comment je vais faire. Bon, c'est pas grave, c'est pas en continuant à mettre de la fatigue sur déjà de la fatigue liée à la maladie que je vais avancer. Donc, faut savoir s'écouter aussi. C'est hyper important. Et prendre vraiment en compte ce que ton corps t'envoie. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, avec les années d'entraînement, je sais maintenant ressentir les choses. Et c'est un peu comme je l'expliquais tout à l'heure dans une course. Je sais ressentir à quel moment je suis euphorique et à quel moment je vais avoir de l'énergie. Et je sais aussi que quelques minutes plus tard, tout ça va retomber. Donc c'est vraiment gérer les temps forts et les temps faibles. Les Ça, c'est cycles. hyper bon. C'est hyper bon. C'est là où il y a plein d'analogies entre l'entrepreneuriat et le sport, la gestion des temps forts, temps faibles. Tu en parlais tout à l'heure aussi, avoir ces moments d'euphorie, ces moments de doute, sortir de sa zone de confort. Enfin voilà, il y a plein de ponts que l'on peut retrouver entre les deux. Alors, après, quand je prépare une course, il y a aussi un certain nombre de choses à préparer. Et j'essaie aussi d'anticiper, et c'est valable en entreprise, bien sûr, tout ce qui peut m'arriver, tout ce que je vais pouvoir avoir comme souci pendant l'épreuve. Euh, donc, je disais tout à l'heure, sur certaines courses, je suis allé faire le repérage du parcours vélo pour voir un petit peu les lieux. Et puis moi, je suis beaucoup dans la visualisation. C'est hyper important pour moi, c'est visualiser l'objectif. Quand je fais la course à Nice, la veille, je suis allé voir la ligne d'arrivée.
Et je pense que je suis resté quelques minutes devant cette ligne d'arrivée pour l'imprimer dans mon cerveau. Et pendant toute la journée, je me suis dit, l'objectif, c'est ça, quoi. Et je visualisais cette ligne d'arrivée. Et je peux te dire, ça te fait avancer, c'est juste fou. Alors, quand je vais sur des courses où je peux pas forcément faire de repérage avant, j'essaie de trouver des vidéos et tout, et je m'imprègne des choses, et tu peux faire la même chose aussi professionnellement, hein. Quand tu vises une entreprise à racheter, tu peux aussi visualiser, te voir dans cette entreprise, en train de parler à tes équipes, en train d'échanger avec eux, de participer d'aller sur le terrain avec eux. Ça, c'est pour moi extrêmement, extrêmement important aussi, c'est la visualisation. Et puis, savoir que de toute façon, tu vas à un moment donné euh, naviguer dans l'incertitude, et il va te tomber des trucs sur le coin de la figure que tu n'avais pas prévu. C'est obligé. Je sais que, et j'aime bien dire aussi que chaque nouveau projet, qu'il soit professionnel ou sportif ou personnel, j'essaie toujours de l'aborder comme un débutant. Même là, j'ai fait 7 courses, enfin les plus longues, les formats, ce qu'on appelle XL, Ironman. J'en ai terminé 7, et je vais cette année faire un qui est très réputé, qui s'appelle le Northman. Je l'aborde comme un débutant. Alors bien sûr que je suis plus vraiment débutant, hein, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on va dire je l'aborde comme un débutant expérimenté. Mais je reprends mes basiques. C'est quoi la préparation, de quoi j'ai besoin, à quelles conditions météorologiques je peux m'attendre. Je sais que l'eau va être froide, ils vont nous jeter au milieu du fjord à 5 heures du matin. Et je vais peut-être me prendre de la pluie, des choses. En 2022, j'ai fait un triathlon en Écosse, qui est certainement le plus pénible que j'ai eu à faire. L'eau était à 10 degrés. Et ben, j'avais pas bien préparé cet aspect-là. Je me suis pas entraîné en eau froide. Ben, j'ai failli arrêter la course après la natation. Donc j'avais pourtant, je pensais que j'avais tout prévu. Ben non, j'avais pas tout prévu. J'étais congelé et je pouvais même plus sortir de l'eau tellement j'étais pétrifié. Donc, Et donc, entre chaque projet, faire un retour d'expérience et repartir avec humilité et distance. c'est exactement ça. C'est pas se dire, ouais, ça j'ai déjà fait, c'est bon, je sais faire, ça va bien se passer. Ah, mauvaise idée. Bah, je disais tout à l'heure, à Nice, sur les 13 que nous étions là du club, il y en a 2 qui n'ont pas fini. Et tiens, bizarrement, c'est les 2 seuls qui avaient déjà terminé des Ironman. Mais peut-être qu'ils s'étaient vus trop beaux et déjà arrivés, quoi. Ils avaient certainement fait la course avant d'avoir commencé. Bah, il faut pas faire ça. Il faut se dire que step by step, j'avance. Moi, c'est un peu, et on va pouvoir en parler parce que maintenant, je me suis orienté vers des courses assez différentes de ce que je faisais avant. Mais pour moi, tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, c'est de l'exploration. J'explore, en fait. Je vais explorer professionnellement. Là, j'avais racheté une première entreprise, petite. Ça fonctionne. Hop, allez, je vais un petit peu plus loin. Donc, à chaque fois, je vais à l'étape suivante. Et puis, si l'étape que je viens de franchir se passe bien et me plaît, parce qu'il faut aussi qu'il y ait la notion de plaisir qui est extrêmement importante, eh ben, je vais un peu plus loin. Je vais voir un petit peu plus loin. Donc, ça, pour moi, c'est extrêmement important, et sans forcément se mettre en danger, sans forcément, comme je disais aussi, sortir de sa zone de confort ou dépasser ses limites, hein. Il n'y a pas besoin de faire ça. Moi, je suis convaincu, alors certaines personnes ont du mal à entendre, que j'ai jamais dépassé mes limites, en fait. Je suis toujours allé dans ce que je savais faire. Et pour moi, c'est pas extraordinaire, c'est accessible à tous. Parce que d'ailleurs, je commence ma conférence, certaines conférences, je la commence en disant, est-ce que si je vous dis que dans 2 ans, vous êtes capable de faire un Ironman, est-ce que vous allez me croire? Bon, bien sûr, les gens rigolent et se disent, non, non, mais c'est pas possible. Ah si, c'est possible. Bon, un Ironman, autre chose, hein, mais on a des capacités qu'on soupçonne pas. Faut juste essayer d'aller les chercher. Et quel est le meilleur apprentissage que tu as eu de toutes ces expériences, que ce soit sportives ou entrepreneuriales? Le meilleur Apprentissage que tu as eu? Le meilleur apprentissage, eh ben, c'est que il faut arrêter de croire que pour réussir ou pour s'épanouir ouais, ou pour se réaliser, il faut toujours donner le maximum. Il faut arrêter de croire que pour atteindre ses objectifs, il faut être à fond, il faut se dépasser. Non, moi je crois qu'il faut plutôt viser l'optimum.
C'est-à-dire l'état le plus favorable pour atteindre un but. C'est ça l'optimum. C'est le meilleur compromis, le meilleur équilibre entre mes besoins et puis mes capacités et puis mes envies. Ça, pour moi, c'est viser l'optimum et pas le maximum. Ça, c'est hyper important. Et le meilleur conseil que l'on ait pu te donner dans la vie, celui que tu as retenu ou dont tu t'es approprié? Alors, il y en a un qui m'a particulièrement... je sais pas si on va appeler ça, c'est un conseil, enfin, ou c'est plutôt une citation. La veille de mon premier de Nice, là, j'ai un copain qui m'écrit, un ami dont je suis assez proche et que j'admire parce qu'il a un parcours de vie incroyable. C'est un ancien militaire qui a été blessé très grièvement en opération extérieure et il m'avait écrit la chose suivante et ça m'a marqué et cette phrase alimente encore toutes les courses auxquelles je participais. Il m'avait dit: demain, tu te souviendras d'une chose, Bertrand, c'est que la souffrance est temporaire, l'abandon est définitif. Et quand tu as cette phrase dans la tête et que tu sais ce que cet ami, là, David, a vécu, tu te dis oui, là, je souffre, mais j'avance. Et il n'y a pas de raison que j'aille pas au bout. Donc pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Après, il y a des phrases que j'aime bien aussi, le côté rêver grand. Il y a pas très longtemps, Tony Parker, lorsqu'il a été, je sais pas si on dit élu au Hall of Fame, là, le panthéon, on va dire, des basketteurs. Il a pris la parole et j'ai adoré son discours. Et il a dit, si tu dis ton rêve à quelqu'un et qu'il ne te rit pas au nez, c'est que ton rêve n'est pas assez grand. Il n'est pas assez Et grand, ouais. ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça génial parce que en l'écoutant, je me suis dit, mais moi, il y a tellement de personnes qui m'ont rigolé au nez quand je leur ai dit, je me suis inscrit à telle course ou je vais reprendre telle société. Donc, quand j'ai repris déjà la première entreprise, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? T'as un bon poste, t'es dans un grand groupe, t'es en sécurité, qu'est-ce que tu vas te mettre en danger dans cette entreprise-là? Après, quand j'ai repris l'entreprise de transport, on m'a dit, mais tu connais rien au transport. Enfin, il y a des personnes qui m'ont dit, tu fais n'importe quoi. Bah, je leur ai dit, ok, je fais n'importe quoi, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, laisse-moi faire ce que je veux. Et puis, si je me plante, je me plante. On verra bien, on en reparlera. Mais après, voilà, c'est plutôt bien passé. Donc, mais moi, ça me dérange pas qu'on me dise ça. Hein. Alors, c'est peut-être même encore pire, c'est que quand on me dit, tu vas pas y arriver, je me dis, mais attends, tu vas voir, je vais te prouver que, je vais Pour te le prouver que c'est contraire, possible. ça me donne de la motivation supplémentaire. Ça me donne de la motivation supplémentaire. Oui, oui. Non, non, mais Et quelle est la dernière personnalité ou l'une des personnalités les plus inspirantes que tu as rencontrées dans ton parcours? Que ce soit une personne connue ou non, mais justement, hein. ah, oh, c'est une bonne question, ça. Une personne inspirante. Moi, je suis inspiré par des personnes enfin, pour moi, quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qui va être capable de se relever, de se relancer, ou de rester à un niveau exceptionnel. Tu vois, je pense à quelqu'un comme Teddy Riner. Pour moi, c'est juste incroyable de pouvoir rester à ce niveau, et surtout quand tu as un sport où finalement il y a très peu de compétition, tu dois être au top niveau le jour J. Ça m'impressionne. Tu vois, être capable de sortir l'exploit au bon moment. Je parlais tout à l'heure de biathlon, un Martin Fourcade pour moi, ou un Johannes Beu là, qui est en train d'arrêter sa carrière. Ouais, pour moi, c'est juste fou, quoi. Et la maîtrise de leur sport, leur capacité à aller, euh, à aller vraiment chercher le maximum, et puis surtout à répondre présent le jour J. À répondre Mm. présent le jour J. Euh, j'ai publié ce matin un post sur LinkedIn où j'ai interviewé Edgar Gros-Piron. Bah, pareil, Edgar Gros-Piron, quand tu l'écoutes, 2 ans avant les Jeux Olympiques, il a expliqué à un journaliste qu'il le prenait, comme il a dit, hein, excusez-moi l'expression, mais pour un petit branleur. Il a expliqué au journaliste qu'il allait être champion olympique. Et le journaliste avait publié dans la presse petit branleur prétentieux, quoi. Bah, 2 ans après, il était champion olympique. Et moi, je trouve ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Donc, après, j'ai
J'ai des personnes qui m'impressionnent aussi. Là, j'ai regardé récemment un documentaire sur Winston Churchill. Ça, c'est pareil. Des personnes qui ont la capacité à prendre des décisions aussi importantes qu'il a pu prendre et à être visionnaire comme il l'a été. En plus, quelqu'un qui est d'une qualité intellectuelle, enfin, qui est hors norme, qui a fait des discours qui ont marqué l'histoire. Enfin, c'est des personnes qui m'impressionnent. Ouais. Je suis très, très admiratif de ce genre de personnes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Bertrand, pour les mois et années à venir? Quel est ton plus grand rêve? Alors, mon plus grand rêve, c'est de pouvoir, c'est ce que je suis en train de faire, parce que ça fait, j'ai changé d'orientation professionnelle, t'en as parlé au début, hein, parce que maintenant je suis conférencier. J'aimerais vraiment développer cette activité de conférencier et être un conférencier reconnu dans mon domaine et pouvoir arpenter les scènes de France et de Navarre pour rencontrer un public de chefs d'entreprise. Alors je m'adresse principalement à des chefs d'entreprise, à des managers, pour transmettre tout ce que j'ai vécu, toutes ces valeurs, et puis leur donner aussi envie à toutes ces personnes d'aller voir plus loin, d'aller explorer les choses. Ça c'est mon plus grand rêve. Et après j'ai aussi d'autres rêves, on va dire sportifs, puisque j'ai depuis 2 ans j'ai changé un peu d'orientation. Je fais plus beaucoup de triathlon, même si cette année j'ai un gros objectif en triathlon. Je suis plutôt vers du cyclisme à longue distance, donc de l'ultracyclisme. Et j'ai un projet que je vais certainement essayer de monter cette année, d'aller faire un périple en vélo qui risque de durer quelques semaines. Je sais pas encore où, mais ça risque. Je sais pas. J'en parlerai plus tard, mais peut-être l'Amérique du Sud. Mais voilà. Donc Ok. ça c'est le sportif. Après sur la partie pro, c'est vraiment être reconnu dans le monde de la conférence, qui est un monde où il y a beaucoup de conférenciers dans beaucoup de secteurs d'activité. Il y a aussi déjà pas mal de personnes qui traitent des sujets que je vais évoquer. Donc j'ai ce souhait d'être vraiment un acteur de ce monde-là. Mais écoute, on va mettre tes réseaux, ton LinkedIn, hein, pour pouvoir suivre tes projets. Pour le tour à vélo, vous pourrez écouter le podcast avec Thierry Corbario qui en ce moment même fait le tour du monde à vélo avec son fils. Il a Génial. fait 5000 km à la rame pour traverser l'Atlantique et là, il fait le tour du monde à vélo. Ça va durer encore quelques mois. Donc c'est une Ah oui. aventure extraordinaire qui poste sur les réseaux sociaux et ouais, c'est pareil, un fou de sport qui a démarré sans être sportif, un ancien chef d'entreprise et qui est allé faire des courses de 500 km et même plus. Et maintenant, s'est lancé ce défi assez fou et c'est en ce moment même. Donc voilà. Moi, le prochain, je fais dans 2 mois l'Italie Divide. C'est une course en gravel qui part de Pompéi, donc au sud de Naples, et qui remonte jusqu'au lac de Garde, donc 1250 km. Et je suis impatient parce que je suis amoureux de l'Italie, euh, donc je suis impatient de faire ce périple en autonomie, donc ça va être fantastique. Voilà, c'est Ouais, plus vers ça que je m'oriente aujourd'hui, c'est de l'aventure à vélo. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de l'exploration. Vraiment, j'explore. Et puis, c'est pour ça que j'ai découvrir, d'autres projets. apprendre. Comment? Explorer, découvrir, apprendre. Exactement. Et puis, c'est tellement enrichissant. J'ai fait des courses au Maroc, au Sri Lanka, là, en vélo. Tu vois vraiment les pays d'une manière totalement différente. Si tu le faisais avec ta voiture en tant que touriste, entre guillemets, classique, tu ne vois pas du tout les mêmes choses. Et là, ce que je constate aussi, c'est quand tu fais ce que j'appelle moi du tourisme à vélo, hein, le contact avec la population est vraiment très différent du contact quand tu es simple touriste. Tu es bien accueilli. Il m'est arrivé de dormir chez l'habitant, de dormir au bord de la route. C'est des expériences exceptionnelles. Super. En tous les cas, merci à toi. Merci pour Avec ces moments de plaisir. partage et ce moment d'écoute et de discussion ensemble. On pourra donc mettre tes réseaux pour suivre ton aventure et tes différents périples, prochaines aventures, qu'elles soient sportives ou en tant que conférencier. Merci d'avoir accepté ce Bah moment merci, c'est d'échange. passé vite. Tu vois, j'ai pas vu le temps passer. C'est super. Ouais, ça passe vite. Quand on est passionné et qu'on raconte les choses avec cette volonté de transmission, ça passe toujours très vite. Ouais. En tout cas, merci de m'avoir accordé cet espace. Et puis,
Et puis bien sûr, ouais, vous pouvez me suivre sur les réseaux, normalement sur les courses auxquelles je participe, je vais communiquer sur les réseaux, donc Instagram, LinkedIn, mais alors aussi, ouais, et puis peut-être un peu Facebook. Bon, mais super. En tous les cas, merci à toi, Bertrand, pour De rien. pour ce moment. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode d'Inspiré que vous pouvez écouter sur l'ensemble des plateformes audio, que ce soit Spotify, Deezer, Apple ou Amazon, ou bien en vidéo sur LinkedIn, sur Instagram et sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode d'Inspiré. Salut! Merci. Ciao, ciao.